Parfois, les symptômes d'un animal cachent une vérité que même les tests les plus courants n'arrivent pas à déceler. Aujourd'hui, on va plonger dans une véritable enquête médicale. C'est l'histoire d'un jeune chat, d'une maladie qui s'éternise et d'une série de diagnostics qui ne mènent nulle part. C'est typiquement le genre de cas qui rend les propriétaires et les vétérinaires complètement perplexes pendant des mois. Alors la question qui est vraiment au cœur de notre analyse, c'est celle-ci. Quand les traitements habituels ne fonctionnent pas et que les tests reviennent tous négatifs, où est-ce qu'on est censé chercher? C'est exactement le défi que l'on va décortiquer ensemble. Faisons donc connaissance avec notre patient, un chat bengale de tout juste 10 mois. Malgré son jeune âge, il traîne un problème de santé qui dure, tenez-vous bien, depuis déjà 6 longs mois. Bon, alors regardons les indices de plus près. Ce qu'on observe, c'est très caractéristique. Des selles très fréquentes, mais de tout petits volumes, avec du mucus et parfois un peu de sang frais. Le chat force pour déféquer et il a même des accidents. Tout ça, ce sont les signes classiques d'une inflammation du gros intestin, ce qu'on appelle une colite. Mais le truc vraiment déroutant, c'est qu'à part ça, il a un appétit d'ogre et son comportement est tout à fait normal. Face à ce tableau clinique, la première étape logique, c'est bien sûr de tester les coupables les plus courants. L'enquête commence donc par éliminer les suspects un par un. On lui administre donc des vermifuges classiques, comme le pyrantel et le praziquantel. Mais rien n'y fait. Absolument rien. Les symptômes persistent sans la moindre petite amélioration. Le mystère ne fait que s'épaissir. Et là, ce tableau, il illustre parfaitement la frustration de la situation. Les analyses pour les vers les plus communs, pour la giardia, tout revient négatif. On pense à la coccidiose, mais non, c'est peu probable vu que le cas est chronique. Pareil pour la salmonelle, le chat n'a ni fièvre ni abattement. Bref, toutes les pistes habituelles mènent à une impasse. Et c'est là que l'enquête va prendre un tournant complètement décisif. Après avoir éliminé tous les suspects évidents, il est temps de se tourner vers un coupable beaucoup plus rare et surtout bien plus difficile à débusquer. Le voici, notre coupable, Trichomonas foetus. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est un parasite microscopique, un protozoaire, qui est tristement célèbre pour provoquer exactement ce genre de colite tenace, en particulier chez les jeunes chats. Mais alors, on peut se demander pourquoi on ne l'a pas trouvé plus tôt. Eh bien parce que ce parasite est un maître de la dissimulation. Les vieilles méthodes, comme un simple examen au microscope, passent souvent à côté parce que le parasite n'est pas excrété en permanence dans les selles. La clé, la voilà. C'est le test PCR. C'est une technologie moderne qui est capable de détecter l'ADN du parasite, même s'il n'y en a qu'une toute petite quantité. C'est vraiment grâce à ce test gold standard que le diagnostic a enfin pu tomber. Une fois le coupable identifié, on peut enfin mettre sur pied un plan d'action qui soit vraiment ciblé. On passe donc de l'enquête à la résolution du problème. Contre ce parasite-là, les vermifuges classiques sont totalement inefficaces. Il faut une arme bien plus précise, le ronidazole. C'est le traitement de référence pour la trichomonas féline. Attention, le traitement, ce n'est pas juste donner un médicament. C'est un plan complet en 3 volets. Premièrement, administrer le ronidazole en respectant scrupuleusement la durée, qui est souvent de 2 semaines, voire plus. Deuxièmement, la surveillance clinique est essentielle, car ce médicament peut, dans de rares cas, avoir des effets secondaires neurologiques. Et enfin, l'hygiène doit être absolument irréprochable pour éviter que le chat ne se réinfecte lui-même ou ne contamine d'autres animaux. La bonne nouvelle dans tout ça, c'est que le pronostic est bon. Avec le bon traitement, la diarrhée finit par s'arrêter. Par contre, le point très important à retenir, c'est que cette maladie est connue pour être tenace. Il faut beaucoup de patience et de rigueur parce que la guérison peut vraiment prendre du temps. Maintenant, sortons un peu de ce cas précis pour voir ce que l'on peut en retenir de manière plus globale. Ces informations sont vraiment précieuses pour quiconque vit avec des chats. En fait, on peut identifier 3 grands facteurs de risque qui créent un terrain favorable pour ce parasite. L'âge de l'animal, sa race et son environnement de vie. L'âge, c'est vraiment le premier facteur. Les animaux de moins d'1 an avec leur système immunitaire qui est encore en plein développement sont de loin les plus touchés. Ensuite, il y a le profil. On remarque que les chats de race pure, et plus particulièrement les bengales ou les siamois, semblent plus prédisposés. Et si en plus ces chats viennent d'un environnement où il y a une forte densité de population, comme un élevage, le risque de transmission grimpe en flèche. D'ailleurs, notre patient d'étude de cas cochait précisément ces 3 cases. Donc s'il y a une chose à retenir de toute cette analyse, c'est bien celle-ci. Une diarrhée chronique chez un jeune chat de race qui ne répond à aucun traitement habituel doit immédiatement faire penser à Trichomonas foetus. C'est un diagnostic difficile qui est très souvent manqué si on ne pense pas à utiliser les tests spécifiques. Et tout ça, ça nous amène à une dernière réflexion. Cette histoire nous montre qu'il faut parfois regarder au-delà des diagnostics les plus évidents. Et ça soulève une question intéressante. Combien d'autres problèmes de santé qu'on qualifie de courants pourraient en fait cacher une cause bien plus complexe et moins connue? C'est une question qui mérite d'être méditée. Merci de nous avoir suivis